Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Cette saga des Labo Week se poursuit sur la chaîne Tech & Co, à la fois sur YouTube, sur le site de Tech & Co, bien évidemment, mais aussi sur les box avec Tech & Co, la chaîne que vous pouvez retrouver sur les box opérateurs Orange, Free, SFR et Bouygues. Jérôme, bonjour. Salut, encore un François. tour de la question. Et oui, et nous allons parler, François, peut-être du produit iconique de l'électronique de loisirs, c'est la télé. L'écran de télé. Il y a toujours tellement à dire dans ce domaine. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations, il y a pas mal de sujets à évoquer. Évidemment, la qualité d'image, mais aussi tout l'environnement logiciel aujourd'hui, puisque une télé, on peut pas imaginer une télé qui ne soit pas connectée aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. La 4K, la 8K pour certains constructeurs aussi. Et puis, tu vas vite en besogne. Des événements d'actualité sportive qui vont exciter ce marché. Le tour de la question spéciale télé, c'est maintenant. C'est sur la chaîne Tech & Co. Merci d'être là et bienvenue. Avec nos invités que nous vous présentons tout de suite, c'est tout d'abord Laurent Dariotor, directeur des produits bruns et téléphonie chez Fnac Darty. Bonjour. Bonjour, Salut Laurent. Vous allez bien Laurent? Très bien, merci. Ravi de vous retrouver Laurent, qu'on retrouve chaque année pour ces Labo Weeks. Vous êtes un peu le Père Noël pour nous. C'est ça. On va évoquer évidemment plein de choses avec Laurent. Raphaël est toujours avec nous. Salut Avec Raphaël. plaisir. Bonjour. Salut Raphaël. Chef de service, même rédacteur en chef adjoint cet univers Tech & Co qu'on vous présente depuis quelques mois maintenant. Et puis notre invité Jérémy Barraud. Chef de produit Bonjour. TV chez LG. Exactement, merci pour l'invitation. Un acteur Merci d'être important là. dans le domaine de la télé LG on va découvrir les nouveautés LG ensemble. Et puis en deuxième partie, on recevra TP Vision et Philips avec Jean-Yves Fabre Les d'Harcourt. plus grands sont sur notre plateau. Les plus grands. Laurent, la Fnac, les télés, bon, histoire d'amour, quand on rentre dans une Fnac, forcément, c'est l'un des rayons les plus impressionnants avec des écrans multicolores, toutes les marques représentées, etc. Comment se porte en cette fin 2022 le marché de la télé ? On est sur une année un peu spéciale, une année de transition. Il faut bien se rappeler qu'on sort de 2 ans de Covid, avec une demande télé extrêmement forte et aussi beaucoup de ruptures. Donc là, 2022, c'est un peu le retour à la normale, avec malgré tout une saisonnalité très différente de ce qu'on connaît habituellement. C'est-à-dire qu'habituellement, on a un premier semestre, un début d'année assez fort, ponctué d'une Coupe du Monde de football ou d'un Euro de foot. Là, cette année, effectivement, l'année va se jouer sur la fin d'année, ce qui est un véritable enjeu pour les industriels et aussi pour les distributeurs, d'être capable de réussir une année en 2 mois. Donc, Coupe du Monde de foot, qui a lieu là dans quelques semaines. Exactement, là on s'y prépare. 22 novembre, je crois. Voilà. On s'y prépare effectivement, et le début de la compétition autour du 20 novembre. Bon, forcément, juste avant le Black Friday, Voilà. ou pendant le Black Friday. Il y a plein de paramètres là, ça perturbe tout le monde cette histoire-là. C'est clairement l'enjeu qui nous occupe un peu tous, d'être capable de gérer simultanément une Coupe du Monde de football et un Black Friday. On sait que la télé est déjà très successful, très dynamique sur une période commerciale comme le Black Friday. Là en plus il y aura une surcouche qui sera une Coupe du Monde. Pardon, vas-y. Je me demandais juste, du coup, est-ce qu'on a envie de faire des promos, puisqu'il y a une demande exceptionnelle. Normalement, la Coupe du Monde, c'est l'été. Donc on vend les télés à prix fort l'été et on les vend moins cher en novembre. Mais là, du coup... Alors là, effectivement, comme je vous le dis, le début d'année a été un petit peu à tonne. Donc effectivement, il y a un enjeu très fort sur la fin d'année. Et donc effectivement, il y aura une agressivité promotionnelle, des promotions extrêmement fortes. Même avec la Coupe du Monde. Même avec cette Coupe du Monde. Et il y a du stock. Et il y a du stock. Ça aussi, c'est une nouvelle par rapport à l'année précédente. On a connu des pénuries quand même assez fortes sur le marché de la télé. Là, effectivement, les stocks sont sécurisés. Donc les promotions auront bien lieu. Dans le garage de Laurent Dariotor, il y a des dizaines et des dizaines de télés qui attendent, en fait. C'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui quand les gens rentrent dans une fac et ils veulent acheter une télé ? Quels sont les principaux critères d'achat aujourd'hui, Laurent ? Alors déjà, on est sur un marché de la télé qui est en train de muter. C'est-à-dire qu'on a des segments de télé qui sont en train de disparaître, tout ce qui était notamment les petites et moyennes tailles. Et aujourd'hui, l'attention, le dynamisme est vraiment sur les produits de grande taille, voire même de très très grande taille. Je prendrai un exemple, le segment du 70 pouces, qui n'existait pas ou quasiment pas en France il y a encore 3 ans. Aujourd'hui, c'est le segment qui est le plus dynamique et qui est en train d'exploser.
70 pouces, ouais, donc c'est quand même des formats qu'on n'imaginait pas pour monsieur, madame, tout le monde il y a quelques années. Hein. Très peu, qu'on n'imaginait pas ou qu'on réservait pour des gens qui avaient des pièces Ouais. extrêmement grandes, des pavillons. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, Et puis ça trouve sa place même dans un appartement parisien. Et puis des grands comptes en banque aussi. Alors, des grandes pièces, parce que ça coûtait très cher une télé, c'est ça. 70 pouces. C'est ça un peu la magie de la télé, c'est qu'on parle beaucoup de hausse de prix, d'inflation, mais en fait, il faut savoir qu'en télé, les prix n'ont pas du tout monté. On est même plutôt sur des prix à la baisse. Donc en fait, ça s'explique par la démocratisation de la technologie et la démocratisation de cette grande taille. Donc les prix sont à la baisse, Le prix au pixel est stable, le prix au pixel, est à la baisse également. à la baisse. Et donc ça, c'est vraiment une constante de l'ensemble du marché télé. Donc un 70 pouces, ça démarre à quel prix par exemple? Aujourd'hui, on trouve 70 pouces à moins de 600 € par exemple. Waouh, Ah ouais. incroyable. Et après, c'est quoi les tailles plus élevées? Alors effectivement, il y a beaucoup de tailles, hein. On a les Parce 70 que Raphaël, pouces, dans 75 son, pouces, dans son mais on a salon de dans mon 300 mètres manoir, carrés, dans il mon aimerait bien avoir une grande télé. on commercialise maintenant une nouvelle taille depuis quelques mois qui est le 98 pouces. C'est un écran de quasiment 3 mètres de diagonale d'image. Et donc, effectivement, ça trouve sa clientèle, ça se vend. Alors, ce n'est pas les mêmes volumes que 98 pouces, c'est pas ce qu'on a derrière quand même. C'est plus petit que ce qu'on a derrière. là. Légèrement plus petit, oui. Ouais. Légèrement plus petit. C'est vrai que celui qui est derrière vous est pas mal. Mais 98 pouces, et alors, juste pour rigoler, ça coûte combien 98 pouces? Alors, c'est Pas pour rigoler, ça. C'est cher, mais si on faisait un retour en arrière, ça a vraiment énormément baissé. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle, je suis rentré à la FNAC après une quinzaine d'années, on vendait les écrans plasma à 103 pouces, ça valait plus de 100 000 €. Ouais. Aujourd'hui, un 98 pouces, donc quasiment la même taille, ça vaut dans les 5 000 €. Vous voyez, donc un 5 000 écran, €? en 10 ans, il est passé de 100 000 à 5 000 €. Eh oui, ça c'est complètement démocratisé. Raphaël? Juste, moi, effectivement, il y a quelques années, la taille moyenne standard, c'était du 45-50. Après, c'était 55. Là, j'ai l'impression qu'on se rapproche quasiment du 65. Alors, je ne sais pas si on peut parler de la taille standard. J'ai l'impression que ça reste le 55, mais on se rapproche du 65. Les salons des gens ne se sont pas agrandis. Donc, la distance de recul, est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est le fait d'être en 4K, 8K qui permet qu'on peut apprécier ça avec beaucoup moins de recul qu'avant? Parce que finalement, on a quand même la même configuration qu'avant. Alors, clairement, il y a deux facteurs qui expliquent ce boom sur les grandes tailles. Donc, d'une part, la baisse de prix, comme on vient de l'expliquer, mais après, effectivement, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous a manqué pendant très longtemps, c'est un contenu de qualité Bien qui sûr. permettait effectivement de réduire la distance de recul. Et aujourd'hui, effectivement, avec de la 4K qui est quand même accessible assez facilement, Ouais. on peut effectivement réduire complètement sa distance de recul. Oui, parce que On- rappelons que plus on tire l'écran, enfin plus on a un grand écran, si on n'a pas, là encore, suffisamment de pixels derrière, ça va être moche, finalement. Clairement, c'est indéniable. Il faut effectivement la source, la qualité de la source reste indéniable en dépit du mot qualité d'écran. C'est étonnant parce que finalement, on peut remercier Netflix, Amazon et tous ces services de streaming qui ont démocratisé les grandes tailles d'écran avec la 4K qui est automatique. Enfin, il faut prendre l'abonnement en premium, mais Alors Amazon en tant que Fnac Darty, je ne sais pas si je vais les remercier. Mais par contre, effectivement, Disney+, Netflix, Disney+, ça va. effectivement. MyCanal, Effectivement, ça va aussi effectivement. MyCanal. Effectivement. Non, mais effectivement, vous avez fortement raison. Il y a un travail très important, très fort qui a été fait sur la richesse des contenus, la qualité des contenus, qui effectivement a servi à l'industrie de la télé. Ça, c'est cool. 98 pouces, et vous ne vendez pas plus grand. Alors, on vend du très grand, mais après, on se parle d'écrans, là, pour le coup, qui sont marginaux. On commercialise et on a vendu aussi il y a quelques semaines un 110 pouces micro LED. C'est pas moi. Ne me de regarde pas, c'est pas marque moi. Samsung à la Fnac de Monaco. Bon, là, par contre, on est sur des budgets un peu différents. C'est la Fnac de Monaco. Oui, c'est la Fnac de Monaco. Voilà. Ouais. 110 pouces. Alors, 110 pouces micro LED. 110 pouces. Alors, ça vaut avant remise 149 000 €. Voilà, donc D'accord. on est quand même sur un produit. Voilà. Ah, il y a une petite remise quand même. Vous Il y faites a un une petit petite effort. remise commerciale pour ce type de produit. D'accord. On en est où au niveau guerre des technos, justement? Alors là aussi, je pense que effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup boosté le marché et du coup, qui a créé l'intérêt, c'est qu'on a quand même une industrie qui a quand même beaucoup évolué, qui a beaucoup donné d'évolution technologique. Donc effectivement, aujourd'hui, on a différentes technologies. Les trois principales sont le LED, l'OLED et le QD-OLED. Voilà. Ce sont les trois principales technologies disponibles dans nos points de vente. Avec Monsieur OLED qui est là. Exactement. Monsieur qu'on OLED est va là. découvrir dans un instant. Évidemment, il y a des gammes de prix différentes. Hein. Le LED coûte moins cher que l'OLED, le QLED, etc., etc. Les gens font attention à ça ou c'est un critère important, toutes ces technos, où finalement ils s'en foutent un peu. Alors- Ils veulent des télés design. On parlera tout à l'heure du design qui est très important. Non, et clairement, la qualité d'image reste un critère prépondérant dans le choix de la télévision. Donc, effectivement, le client est très attentif à ce qu'il achète, très exigeant. On a des clients qui sont quand même généralement assez initiés aux technologies, D'accord. alors qui ont besoin effectivement d'avoir un peu de réassurance, d'avoir un accompagnement vendeur. Ils regardent et ils lisent Mais Tech & Co, voilà, c'est pour ça. on sait d'ailleurs, je peux vous partager un chiffre avec vous, hein, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que chez Fnac Darty, 3 clients sur 4 qui viennent en magasin
est passé initialement par notre site web pour d'abord se renseigner. D'accord. Donc voilà, donc ce sont des clients qui viennent déjà avec un certain information disponible. ça, C'est rigolo parce qu'ils n'achètent pas leur télé sur le web. Ils veulent aller dans un magasin, il faut la voir. regarder la télé, Il y a discuter besoin, avec un effectivement, vendeur. il y a bien souvent besoin effectivement d'une dernière étape de Ouais, réassurance d'être rassuré, ouais. sur le choix C'est qui est bien. déjà. Réassurance. J'aime bien le terme, c'est Ouais. amusant, parce que c'est exactement ce qu'on ressent effectivement quand on fait Ouais, ouais. ce type d'achat. On a besoin d'être conforté. Même si on est convaincu quasi à 90%, voilà, il faut qu'on aille voir la télé. Enfin, La télé reste quand même un peu le produit familial, donc le produit sur lequel on ne veut pas se louper, qu'on veut que ce soit un bon moment pour la famille. Juste un dernier mot sur la Coupe du Monde. Est-ce qu'on arrive à calculer le volume supplémentaire de télé que vous allez pouvoir vendre, tous distributeurs confondus, d'ici la fin de l'année? C'est intéressant, ça. Et malgré, je dirais, un petit peu la mauvaise réputation de la Coupe du Monde actuellement. Ouais, le côté un peu sulfureux Alors, de cette oui, Coupe du tout Monde. à fait. On arrive à l'estimer du moins. Donc le chiffre qui circule, c'est quasiment 300 000 télés additionnelles sur le marché français. D'accord. Donc c'est clairement très significatif. Ouais, il y a toujours un effet. Et il y a un deuxième effet qui est en plus, effectivement, sur cette période-là, la demande se porte plutôt sur les produits de très grande taille et les produits les plus évolués technologiquement, donc les produits les plus premium. Bien sûr. Surtout s'il n'y a pas de fan zone. On va... Ouais. Eh oui. Non, mais je sais Ton pas grand si ça écran, il va c'est falloir pas- qu'il soit dans, C'est ça, alors dans après on ton peut aller salon. dans les bars, mais c'est vrai que s'il n'y a pas les fan zones, ça fait, mine de rien, C'est vrai. mis bout à bout toutes les grandes villes françaises dans les fan zones, enfin les fan zones des grandes villes, ça fait quand même du monde, des gens qui vont être incités du coup à regarder. Mais tu as raison, plutôt chez je eux. pense que le fan fait zone qu'il n'y ait à la pas de fan zone, ça, Bah, va, ça peut- ça va inciter les gens peut-être à renouveler leur télé Oui, parce pour que- se faire plaisir finalement. Non, clairement, Merci, c'est qui, c'est Hidalgo? On va pas tout mettre sur le dos Non, d'Anne Hidalgo. non, bien sûr que C'est non. tout, Non. tout. C'est Non, dans- franchement, dans- c'est Alors là, pour le Bordeaux, coup, il y a plein de Lille. villes. Oui, Enfin, merci les maires. Merci il y a les une maires. trentaine de villes effectivement qui ont communiqué à ce sujet-là. Ouais. Après, en C'est un dépit- sujet compliqué. hein. Oui, et puis on va pas évoquer ce on va pas rentrer sujet-là, on est là-dedans, un peu mais hors voilà, sujet. c'est pas en simple. dépit de cette communication, c'est vrai que nous, on s'attend à une fin d'année très très forte et très dynamique pour les écrans plats. En termes de prix, il y aura de bonnes affaires à faire. C'est quel rabais? On peut avoir combien de quel rabais? Nous, on va s'engager sur des discounts extrêmement importants. Je parle pour le groupe Fnac Darty, les discounts allant jusqu'à 40%. Ah ouais. Ok. C'est noté. Je fais comme ça avec les sourcils. Intéressant quand même. Non, de façon générale, moi je trouve quand même que le secteur de la télé, c'est le secteur où on a le meilleur rapport qualité-prix en général dans la tech. Mais bien sûr. Les smartphones, ça augmente, les prix des ordinateurs de qualité sont assez élevés. Une télé, alors après, ça dépend des occasions, mais un modèle classique où on ne veut pas avoir une luminosité forcément exceptionnelle, c'est-à-dire une télé pour la chambre qu'on va regarder plutôt le soir dans le noir, donc où finalement un modèle Ouais. correct fera parfaitement l'affaire, surtout si c'est pour regarder la télé justement et pas forcément du grand cinéma. Je trouve que c'est vraiment le secteur, la télévision, où on a des bons produits pas chers et où finalement ça s'est le plus démocratisé, peut-être plus encore Ouais. que d'autres produits. Avec je une trouve. durée de vie qui est Et intéressante. avec une durée de vie qui est assez longue. Jérémy Barrault, alors on l'a dit, vous êtes monsieur LG. LG, bon, ça. le groupe LG qui est omnipotent dans la télé, qui fournit des dalles, les fameuses dalles OLED à plein de constructeurs. Mais vous avez aussi vos propres produits. Ça va être quoi votre actu sur cette fin d'année? Alors on a beaucoup d'actualités sur la fin d'année, donc sur le dernier trimestre qui arrive. On est évidemment les pionniers de l'OLED, on connaît la technologie qui premiumise le marché, où on a fait énormément de lancements, on a vraiment un produit qui est extrêmement complet et qui s'adresse autant Et qui est à des mature joueurs, aujourd'hui. à des cinéphiles et qui est très mature, exactement. Donc qui booste vraiment le marché sur le haut de gamme. Et on va lancer, on a une nouvelle gamme qui est vraiment dédiée à la partie purement design. Donc c'est une envie du consommateur, on écoute beaucoup ce que le consommateur veut sur la partie télé. Donc c'est clair que toute la le période téléviseur soit Covid... beau. Exactement, donc ça c'était très important. Toute la période un petit peu Covid, confinement, a accentué cet aspect où les gens veulent un téléviseur qui corresponde vraiment à leur intérieur et qui s'immisce à leur design. Donc là, on a lancé une nouvelle gamme dédiée qui s'appelle LG Objet. On a deux produits phares, dont un qui est un 65 pouces OLED qui s'appelle le Easel. Easel qui veut dire chevalet en anglais. Et en fait, l'ADN du produit, c'est un télé entièrement avec un cadre que vous posez comme ça dans votre salon, que vous pouvez mettre en biais ou droit. Et vous avez tout simplement... le mettre contre un mur. C'est ça que vous voulez dire? Alors voilà, on le met contre un mur. Ah, on le met contre un mur. Et vous pouvez le mettre D'accord. soit en biais ou soit droit. Et en fait, vraiment, l'ADN du produit, c'est d'avoir vraiment un objet d'art à part entière, avec le gros aspect fort, c'est que vous avez une façade, vous avez toute la partie audio qui va se lever
pour C'est ce qu'on cacher aperçoit, une là, partie de l'écran. Donc ça, C'est c'est celui-là l'autre, ça, c'est le deuxième. Ça s'appelle le posé. D'accord. C'est le suivant. Mais en tout cas, le easel que je disais, c'est vraiment la façade qui va monter, qui va cacher une partie de l'écran et débloquer de nouvelles fonctionnalités. Vous allez avoir l'horloge, la météo, vous pouvez régler votre musique, etc. Ah oui, donc il y a une petite innovation quand même. Exactement, exactement. C'est la réponse au Frame et au Serif de Samsung, du coup. Voilà, Samsung avait lancé une gamme notamment sur le Serif et donc le posé qui est le suivant qu'on a vu en image ici, c'est un concurrent direct, mais notre avantage nous c'est que c'est un téléviseur qui est ultra complet, haut de gamme et qui a de l'OLED. Tout simplement. Oui, voilà. Donc on met le meilleur de ce qu'on sait faire dans le produit et il est extrêmement design. Donc ce téléviseur posé qu'on a vu, lui, c'est comme son nom l'indique, qu'on pose au milieu de son salon comme ça. Et donc vous avez la partie écran devant et vous avez l'arrière. Tout simplement, où vous pouvez mettre des livres, mettre des magnettes, etc. J'aime bien parce qu'on a l'impression, à voir votre film, là, que du coup, c'est un téléviseur, on peut se mettre de chaque côté, quoi. Et c'est exactement le but. En fait, c'est ça, c'est scinder Oui. la pièce un peu. Vous avez la partie cinéma écran et vous pouvez avoir votre partie un petit peu plus bibliothèque, un petit peu plus lecture à l'arrière, un petit peu plus design. Et c'est vraiment l'ADN du produit. C'est intéressant, Laurent, de voir comment les constructeurs redoublent d'imagination pour essayer de casser un peu les codes design d'une télé qui est éteinte. Voilà, c'est un écran noir, alors plus ou moins fin, plus ou moins grand, mais qui ressemble, enfin, qui fait un peu tâche parfois dans. Ah non, mais clairement, on sait que le design, et s'il n'est pas réussi, peut être un frein à l'achat. Donc tout à l'heure, on parlait de la qualité d'image, mais le design est aussi un critère très important. Sur la télé, les 3 critères qui sont prépondérants dans l'achat, c'est le prix, la qualité d'image et le design. Donc effectivement, les marques l'ont bien compris, avec chacune des approches un peu différentes. Et voilà, beaucoup d'innovations sur le design ces 3 dernières années. Comment vous faites disparaître les fils? Alors les fils passent directement dans le pied. Il y a tout un système de câble management qui est réalisé. Donc le but, c'est Et on a d'être pris bien sur le le plus fil, discret possible et le plus épuré. Ouais. D'accord. Et on a besoin que de l'électricité, parce qu'après, c'est du Wi-Fi. C'est ça. Après, si on vous se voulez connecte, mettre vos box, etc., vous pouvez les mettre à l'arrière. Il y a un support qui est fourni aussi si on veut tout mettre à l'arrière, histoire que quand vous êtes devant le téléviseur, vous ne voyez rien. Ah oui, parce que c'est important. Un téléviseur tout seul, C'est sûr. il ne se suffit pas à lui-même maintenant. Raph, c'est un sujet qui forcément t'intéresse, la télé, parce que voilà, on est gourmand d'images, on regarde pas mal de choses, etc. C'est Je trouve que d'avoir des produits comme ça qui sont déco, effectivement, c'est entre guillemets, c'est l'évolution qu'on attend. Parce qu'on doit être capable comme ça de la mettre un peu partout. Et c'est vrai que le combo élément design plus OLED, je pense à mon avis que ça peut faire son effet à mon avis. ouais, On c'est est pas sur mal. quelle gamme de prix là, hein? Là, donc sur l'opposé, c'est 48 et 42 pouces, 48 pouces, 55 pouces à partir de 1300, 1400 euros sur ce produit-là. Ah, ça n'existe pas en très très grande taille d'écran. Non, pour l'instant, c'est D'accord. C'est plus jusqu'à du compliqué. 55 pouces. Et le easel que je vous parlais, c'est du uniquement 65 pouces OLED. Après, voilà, il y a des grandes tailles d'écran. Mm. Le plus grand OLED, Alors chez ça, LG, c'est quoi exactement. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Donc on a une gamme. que Jérôme va m'offrir pour Noël. évidemment. On peux a lui demander un la prix. série Je OLED. pense que si tu lui demandes Je t'aime gentiment, pas tu peux avoir un assez, petit ça discount. suffit. Pardon, Écoute le monsieur. Ça suffit. excusez-moi. Donc on a la série OLED G2 qui est notre série phare en OLED et qui est un téléviseur qui est pensé pour être accroché au mur avec tout l'arrière qui est homogénéisé pour que ça fasse vraiment un effet tableau. Et donc cette année on a lancé la nouvelle taille qui est vraiment la plus grande taille OLED qui a été commercialisée, créée, qui est le 97 pouces. Donc du coup c'est le 97 G2, donc c'est un téléviseur extrêmement impressionnant qu'on a pu voir notamment à l'IFA et qui est donc soit fixable au mur ou soit on peut le mettre également sur pied pour le mettre au milieu de la pièce. Mais du coup c'est vraiment une évolution encore plus forte sur l'OLED parce que voilà, l'OLED, au lancement de l'OLED, c'était limité en termes de taille. Aujourd'hui on retrouve de l'OLED à partir du 42 pouces jusqu'au 97 pouces. Donc vraiment on répond vraiment à ce besoin du consommateur qui est d'aller sur les très grandes tailles également. 97 pouces. Mm. Et un 97 pouces OLED chez LG, ça coûte combien 25 000 euros à peu près. Ah, Jérôme, il faut que Ah tu arrêtes les Uber Eats et tous ces trucs-là. hein. Et pour le premier prix pour un OLED 55 pouces, on est en dessous des 1000 euros. On est aux alentours des 1000 euros, 1000, 1200 euros pour un 55 Oh, je pouces. suis sûr que Laurent va faire un effort pour Black Friday. Hein On a quelques historiques ensemble. On va avoir Black peut-être à Friday 800, réussi. 900. Ouais. Je crois que l'année dernière, on avait fait une performance un peu incroyable ensemble avec Totalement. 77 pouces, Mm. avec 1200 pièces vendues en une journée. Bon, 65 pouces non, 77 pouces. 77 Ah ouais. pouces Qui était à combien Vous vous souvenez ou À pas 2000 euros au lieu de 3200 euros. Donc Ah avec ouais, un discount c'est quand même une assez belle- confortable et ça avait fait 1200 ventes en une journée.
Donc il y a des gens qui attendaient ça. hein. L'OLED est incroyable. extrêmement demandé, surtout dans des périodes comme Bien ça sûr. fortes, très promotionnelles. Je me demandais juste face à Samsung qui arrive avec l'OLED, là c'est... Alors c'est peut-être de leur côté un petit aveu, pas d'échec, mais voilà, ils cèdent à l'OLED. Pour vous le vivez comment? Est-ce que c'est un danger qui arrive face à vous? C'est une concurrence qui est un peu différente? Pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt agréable de se dire que ça accentue vraiment l'aspect fort de l'OLED qu'on communique depuis quelques temps, où on montre vraiment que c'est la technologie à privilégier. C'était pas le cas de Samsung, donc ils vont là-dessus, donc ça justifie notre message qui était en fait clair et qui était fort. Pour l'instant, on n'a pas de peur, on a des super produits, on a surtout une grande gamme OLED qui répond à beaucoup de consommateurs différents, à beaucoup de besoins, notamment aussi pour le gaming sur lequel on travaille énormément. Alors avec un produit un peu waouh que vous avez présenté C'est ça. à Berlin. C'est ça, donc qui s'appelle l'OLED Flex, Ouais. qui est le premier TV OLED flexible, donc qui est extrêmement impressionnant. Donc en fait, c'est un téléviseur 42 pouces qui a la spécificité, quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande, l'écran va s'incurver. Donc c'est c'est un produit très hybride qui est voulu pour des personnes qui veulent autant regarder de l'aspect cinéma sur écran plat et qui veulent avoir cet aspect incurvé qui est très très important aujourd'hui pour des gamers, pour toute l'immersion, pour des jeux de voiture, pour des jeux de tir, etc. Donc c'est vraiment un produit qui a été créé pour ça, avec des LED à l'arrière, donc de l'éclairage, vous pouvez incliner l'écran, vous pouvez le monter, le descendre, etc. Et avec tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui en gaming sur LG OLED. Alors il ne pivote pas celui-là. Non, celui-là ne pivote pas, donc voilà. il est flexible et vous pouvez avoir différents degrés de flexibilité. De flexibilité. Voilà, vous pouvez paramétrer différents D'accord. degrés. Si vous voulez pas 100%, vous pouvez mettre 50%. Et ça, c'est etc. disponible à la fin de l'année, ça? Donc là, ça va arriver à la fin de l'année. Les précommandes vont arriver au milieu du mois d'octobre, etc. Donc Et à quel ça arrive prix? très bientôt. Aïe, aïe, aïe. C'est aux alentours de 3 000 €. D'accord. Mais c'est un produit extrêmement technologique et À on côté sent des que 25 le 000 besoin est fort. du 97 pouces, Ça va. c'est la rigolade. Ça va. Juste un mot, je reviens sur le 97 parce que c'est très très grand, hein, 97 pouces. C'est toujours de la 4K Bien sûr. ou on n'est pas en 8K? Non. Hein. Non, on est sur de la 4K. C'est Ensuite, pas on a une gamme pénalisant 8K. d'avoir une oui. définition à peine 4K, j'ai envie de dire, sur des tailles d'écran aussi immenses? Après, pour ce type de taille, c'est clair que c'est des salons gigantesques. On va être aussi amené à avoir un recul assez fort sur ce Ouais, type de donc taille. c'est pas... Donc aujourd'hui, c'est pas problématique. Ensuite, quelqu'un qui veut encore un meilleur piqué, il peut aller sur de l'OLED 8K, 77 pouces ou 88 pouces. Mais vraiment, l'ADN du produit, c'est d'avoir un très grand écran Ouais. avec toute la force de l'OLED, Ouais. même si ça reste aujourd'hui en 4K. La 8K, ça reste très exceptionnel. Enfin, Ça reste très marginal pour l'instant marginal. sur le marché européen, Enfin, totalement. Est-ce que vous êtes sûr que la 8K va remplacer la 4K? C'est vrai qu'il y a une itération HD, Full HD, 4K. Est-ce que 4K sur des tailles de 55-65, on est arrivé finalement à une qualité qui est optimale, j'ai envie de dire? Ou est-ce qu'à terme, vous pensez, parce que la 8K, ça fait peut-être quand même 2 ans maintenant que c'est arrivé, mais est-ce que vraiment, d'ici 2-3 ans, la 8K va, enfin peut-être un peu plus, mais a vocation vraiment à remplacer la 4K, ou il restera pour vous une offre 4K? Pour l'instant, ça reste un marché assez niche, parce que déjà, la 4K aussi a mis du temps à arriver. Ça va être exactement la même chose sur le 8K. Aujourd'hui, on arrive vraiment à avoir des plateformes de SVOD qui proposent vraiment aujourd'hui, depuis quelques temps, beaucoup de contenu 4K. Donc le 8K, ça va être assez Ça va long. être très long. Même si aujourd'hui, l'avantage d'avoir un téléviseur 8K, c'est qu'il va upscaler l'image. Donc c'est-à-dire qu'il va l'améliorer, son processeur va travailler pour simuler une image 4K en 8K. Donc ensuite, ça va se faire beaucoup sur de la grande taille aussi, Laurent, le 8K. la 8K, Samsung a poussé la 8K. On a l'impression qu'il la pousse un peu moins là en ce moment. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec finalement? Nous, on propose la 8K parce qu'on a ces clients-là qui veulent vraiment la qualité ultime. Maintenant, effectivement, la réalité, c'est que les ventes se font vraiment sur la 4K et la demande est portée par la 4K et non pas par la 8K. Donc ça reste effectivement marginal dans les ventes qu'on constate aujourd'hui. Et puis on a l'impression que en fait, la promesse, elle n'est pas totale. C'est-à-dire qu'on parle de 8K, mais il n'y a pas de contenu 8K. Ouais, je pense que c'est toujours, effectivement, ça c'est toujours le point structurant, c'est l'adéquation entre le contenu et le diffuseur. Et là, effectivement, comme on vient de l'expliquer, la 4K, ça y est, on a enfin une offre qui est installée, qui est, on peut dire, confortable. Et sur la 8K, on n'y est pas encore du tout. Et disons que sur un 55 pouces, je trouve qu'entre le Full HD et la 4K, on voit clairement la différence. Et je me demande si entre la 4K et la 8K, c'est pas un palier un peu trop fin peut-être, pour justifier en tout cas des écarts de prix qui sont... sauf sur des qui sont très très- grandes tailles Exactement. d'écran. Alors, non, mais voilà, sur du 55 pouces par exemple, ou du 60 pouces,
j'ai l'impression que Oui, tu as raison, l'évolution c'est moins est moindre qu'entre du significatif. Full HD et de la 4K, où là vraiment sur cette taille d'écran, on C'est voyait drôle la parce que c'est différence. toujours la même histoire qui se répète. Hein, Ouais, c'est sûr. c'est la 4K par rapport au Full HD, etc. ouais. Jérémy, un mot aussi sur l'écosystème soft, parce qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, une télé, elle est forcément connectée. Vous avez pris le parti d'avoir votre propre OS, Exactement. et le WebOS, voilà, que vous mettez à jour, avec tous les services de streaming que possible, inimaginable. Exactement, ouais. L'ADN-DG, c'est vraiment d'avoir un écosystème un peu aujourd'hui comme fait Apple, avec, voilà, on crée nos dalles, on fait toute la partie aussi connectique, la partie hardware, et on a notre propre WebOS afin qu'on ait un écosystème commun qui soit le plus rapide possible, le plus fluide possible. Et oui, donc c'est un écosystème sur lequel on développe beaucoup de fonctionnalités, où il y aura évidemment de la commande vocale avec tout ce qu'on connaît, avec aussi Google Assistant, Amazon Alexa, etc. Notre propre système aussi de commande vocale, toutes les applications qu'on peut connaître aujourd'hui, et d'autres fonctionnalités qui peuvent être, notamment cette année, on a développé une fonctionnalité qui est mon profil, où chaque membre de la famille peut personnaliser son profil sur le télé, ce qui permet d'avoir vraiment les recommandations du téléviseur sur chaque profil. Donc on a des fonctionnalités comme ça qui arrivent et qui sont développées pour accroître vraiment tout l'écosystème qu'on peut avoir et répondre au maximum aux besoins du consommateur. Très bien, avec bien. en plus l'intégration de AirPlay, etc. sur les Évidemment, télés, ouais, qui est depuis quelques voilà, années. qui est bien toujours. pratique pour pouvoir transférer son contenu, même Apple, voilà, sur les télé LG. Merci beaucoup, Jérémy. Voilà, Merci. chef de produit TV LG Electronics France. On va poursuivre, Jérôme. Exactement, on va poursuivre et on va avec un nouvel invité de TP Vision, autre très grand acteur du secteur qui nous rejoint dans un instant. Voilà, à tout de suite. Alors nous vous présentons tout de suite notre nouvel arrivant sur ce plateau, Jean-Yves Fabre-d'Harcourt, bonjour. Bonjour. Directeur général de TP Vision France, merci de nous avoir rejoints. Et toujours avec nous également, François. Laurent Darioteur qui représente dignement tout le marché de la télé des produits bruns chez Fnac Darty Téléphonie aussi. Et puis Raphaël Grabli, qu'on ne présente plus, rédacteur en chef adjoint de l'univers Tech & Co. Alors, évidemment, le tour de la question, si vous venez d'arriver, on évoque ensemble tout le marché de la télé, comment choisir votre nouvelle télé pour ces fêtes de fin d'année avec, quelles on le sont sait, les tendances, quels sont les prix, quelles Voilà. sont les tailles, quels sont les technos. avec des événements d'actualité qui vont faire que on sera peut-être plus devant sa télé avec la Coupe du Monde de foot d'ici quelques semaines. Laurent, on va revenir aussi sur les télés alternatives, j'ai envie de dire, tout ce qui est rétroprojection, les projecteurs aussi à focale courte, c'est des petits bijoux technologiques qui permettent en fait de pallier justement au fait d'avoir des projecteurs accrochés au plafond, etc. Mais peut-être pour débuter avec vous, Jean-Yves Fabre-d'Harcourt, voilà, TP Vision Philips. Quelles sont les nouveautés que vous avez concoctées pour les consommateurs français d'ici la fin de l'année ? Alors on a beaucoup axé nos lancements de fin d'année sur une plus grande qualité d'image encore, donc à la fois sur nos OLED et un élargissement de notre gamme LED avec toute une gamme de 100 Hz qui arrive sur le marché avec de multiples tailles d'écran. On va démarrer dès le 43 pouces en 100 Hz, on va aller jusqu'à 86 pouces, donc on a vraiment une gamme très très large. Donc on capitalise sur le haut de gamme et sur le produit premium. Et sur l'OLED, c'est principalement en dotant nos OLED un nouveau type de dalle qui va nous permettre de monter en luminosité encore plus haut, à la fois sur 1000 nits sur notre gamme intermédiaire et sur nos gammes OLED+, donc qui sont dotées du son Bowers et Wilkins. On monte jusqu'à 1300 nits avec un système de rafraîchissement de la dalle qui nous permet d'envoyer un petit peu plus d'électricité et donc un petit peu plus de luminosité. D'accord. Et le NITS, comme chacun sait, c'est la mesure de luminosité d'un Et écran, voilà. c'est ça, enfin, pour Exactement. schématiser. Tout à fait. Et puis il y a une marque de fabrique chez Philips, c'est l'Ambilight. Alors, l'Ambilight se décline sur tous les types de produits, sur nos gammes intermédiaires, sur nos gammes 100 Hz, sur nos gammes OLED. Tous nos OLED sont spécifiquement Ambilight et 100 Hz. Et on a un système encore plus élaboré cette année en Ambilight, puisqu'on va traiter la couleur et le halo de lumière qui est à l'arrière du téléviseur avec encore plus de précision, encore plus de puissance.
et donc encore plus de qualité et de confort pour le consommateur. Et une expérience qui est vraiment remarquable, hein, puisque, comme vous le savez, plus de 80%, pas loin de 90% des clients qui ont goûté à Ambilight ont envie de continuer à l'utiliser. C'est dingue, hein, De quand revenir. même. C'est Ouais, ouais. étonnant ça. Hein. Des clients qui ont goûté à Ambilight et qui disent bah voilà, je change de télé, je veux encore un Ambilight parce que c'est. Non, clairement, nous on les voit revenir en magasin, effectivement, c'est des clients qui sont déjà Ambilight et qui veulent racheter un Ambilight. Et donc la première question, interrogation qu'ils ont en entrant dans le point de vente, c'est de demander effectivement où se trouve le rayon Ambilight. Ouais. La team Ambilight. La team Ambilight, tout à fait. Ouais. Ça a démarré quand, cette histoire Ambilight? Pour plusieurs dizaines d'années. Ouais, c'est vieux, ça. C'est très ancien. C'est pour 20 ans. Et on l'a, oui, Ouais. et on l'a, au fur et à mesure, on l'a amélioré. Au départ, c'était des lampes. Maintenant, ce sont des LED. Ça prend de moins en moins de place. Ça ne consomme quasiment rien. Donc, Mhm. c'est plutôt très, très intéressant. Et l'objectif, enfin, l'effet, c'est toujours d'être c'est cette immersion qui est accentuée parce que ça reproduit les lumières à l'arrière du téléviseur. C'est à la fois c'est une notion de confort, notamment pour l'œil, qui apprécie d'être. C'est un peu plus sécurisant au niveau de l'œil, et puis ça magnifie encore plus l'image, ça augmente encore la taille, même si on reste sur la taille de l'écran normal, mais on a un effet supérieur, et c'est très très agréable. Et puis l'écosystème, on parlait tout à l'heure d'LG avec leur WebOS. Vous, c'est Android, hein, Oui. on va dire. Tout à fait. L'immense majorité des télés, sauf peut-être les télés d'entrée de gamme. Les Entry qui sont avec un système propriétaire chez nous, mais sinon tout le reste est Android. Satisfait, enfin voilà. Très satisfait. Ça marche bien. Oui. Et effectivement, là aussi, tous les services de streaming disponibles sur Android TV. Oui. Voilà les nouveautés. Laurent, un mot aussi, je disais, sur toutes ces images alternatives avec la projection. Ça représente, il y a des gens qui sont intéressés par des plus grandes tailles d'images, cette sensation un peu d'image projetée avec les projecteurs à courte focale, etc. etc. Donc, clairement, il y a effectivement un nouveau segment qui est en train d'émerger, qui est la vidéoprojection courte focale. L'avantage de la courte focale, c'est que ça enlève beaucoup des contraintes d'un vidéoprojecteur classique. Donc, On a le plus pose quasiment effectivement- au pied du mur. Voilà, on le pose en fait comme une télé, face au mur, à une trentaine de centimètres du mur. Donc effectivement, plus besoin d'avoir quelque chose installé au fond de son salon, de faire une installation, de tirer des câbles. Et en plus, effectivement, on gagne aussi en luminosité. Alors, je ne dirais pas que l'image est parfaite dans une pièce en pleine journée, mais voilà, on arrive à avoir des images acceptables, y compris en pleine journée, où avant, il fallait une pièce totalement noire. Donc, Mais est-ce qu'il faut un équipement accroché au mur spécifique? Il faut un écran? Ah. Ou si j'ai un mur blanc, ça le fait? on peut effectivement fonctionner avec un mur blanc, donc ça fonctionne avec un mur blanc. Après, effectivement, il y a des marques qui ont fait le choix de livrer en plus un écran avec leurs produits, je pense notamment à iSense, pour effectivement avoir encore une image sublimée. Mais sinon, effectivement, ces produits-là marchent directement sur un mur blanc. Et les produits d'autres marques comme Samsung, Xiaomi, eux, marchent directement dans toutes les configurations sur un mur blanc. Et ça décolle, ce marché-là? Oui, je vous dis, ça décolle alors, pour plusieurs raisons. Donc, moins de contraintes. Et en plus, effectivement, quand on parle de compétition footballistique, c'est sûr que ce sont des produits qui font sens, qui prennent de l'ampleur, notamment donc, pour le football et aussi pour le gaming, qui est un segment aussi en plein essor. Mais est-ce que ça remplace les projecteurs traditionnels? Alors, il y a toujours une offre de projecteurs traditionnels qui est Qui soit- évolue ou pas? Alors, Ou qui est plutôt qui évolue, mais plutôt dans un cycle de renouvellement. C'est-à-dire qu'on a moins d'évolution structurante comme ça a été le cas par le passé. On a soit une offre, on va dire, entrée de gamme, milieu de gamme en traditionnel, soit après une offre professionnelle ou semi-professionnelle que je qualifierais aussi avec des produits traditionnels. Mais voilà, le dynamisme est vraiment sur ces produits-là à courte focale. Et aussi une autre technologie, mais qui n'est pas contradictoire à la courte focale, le laser, qui en plus offre des intérêts en termes de qualité d'image, en termes de durée de vie du produit, d'économie, voilà, qui est aussi une technologie prometteur. Et donc on a certains produits qui sont courte focale et laser. Donc j'ai envie de dire c'est un peu le perfect matching et ça apporte vraiment une solution très complète. Et donc on arrive à avoir effectivement des écrans de très très grande taille et du coup beaucoup plus économiques que ce qu'on pourrait avoir sur une télé. Bon, si on prend par exemple un 90 pouces, il faudrait que le rapport est quasiment de 1 à 10 entre un vidéoprojecteur. Donc un vidéoprojecteur coûterait 10 fois moins cher pour avoir la même taille d'image et la même qualité qu'un écran de 90 pouces. Mais alors ça coûte quand même un vidéoprojecteur courte Oui, focale. un ça courte coûte focale combien? laser de bonne qualité, on va être dans les 2500 € à peu près. D'accord. Pour une image de quoi? 100 pouces? Pour 100 pouces. 100 pouces. Pas mal, quand même, Ouais. Raphaël. Alors, j'avoue que je suis assez étonné que ça ait pris autant de temps à émerger parce que je me souviens qu'il y a 7 ans, je me souviens bien parce que c'était pour la finale de la Coupe de l'Euro 2016. J'avais testé justement un projecteur, c'était un Philips d'ailleurs,
Je me souviens, il était dans les 2000 euros, 2500 euros qui était Le Screenéo peut-être. le Screenéo. Et j'avais découvert ça, j'ai jamais utilisé. J'étais arrivé chez un ami qui avait un grand mur blanc avec mon pack de bière dans une main et le Screenéo dans l'autre. On était Ne touche à 25. rien. Consommer avec modération, tu sais. Exactement. La bière. Ouais, voilà. Enfin, c'était de la bière sans alcool, je C'était- crois. Ouais, on va dire On ça. va dire ça, ouais. Et en fait, je me suis dit, on a regardé la demi-finale et la finale, et je me suis dit, mais l'usage est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé d'un coup avec une qualité d'image qui était vraiment très très correcte, notamment pour regarder un match de foot, et quelque chose de transportable comme ça. On en arrive chez les gens et on peut. Tu emportes ton cinéma. Exactement. Et je me suis dit, bah alors je comprends que le prix, forcément, ça coûte cher, donc 2000-2500 euros, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Mais par contre, je me suis dit, il y a un vrai usage. Et c'est vrai que je suis assez étonné que ça ait pris tant de temps, mais je trouve que ça ne m'étonne pas du coup que 7 ans après, maintenant, ça commence un peu à prendre. Peut-être aussi qu'il fallait qu'il y ait des acteurs, on va dire asiatiques, qui proposent ça à des prix peut-être un peu plus abordables aussi. Mais c'est un produit de complément, pas de substitution. Est-ce qu'il y a des gens qui se contentent d'avoir ça, qui n'achètent pas de téléviseur? Clairement, ça dépend. Ça dépend. Effectivement, il y a eu un moment des clients qui étaient moins affines avec la télévision et qui, du coup, ont trouvé là un complément plus d'une ambiance cinéma, en fait, et moins une ambiance de télévision quotidienne. Et donc, ils ont trouvé quelque chose qui leur correspondait bien. Et après, effectivement, il y a quand même beaucoup de clients qui utilisent ça en complément pour des usages très ciblés autour du gaming et du sport. Pas mal. Qui ont une pièce dédiée ou quelque chose comme ça. Ouais. Ah, c'est vrai, ça c'est le nec plus ultra quand même. Hein. C'est vrai que la projection c'est top pour se regarder un bon film comme ça dans de bonnes conditions. Tout ça nous amène au son quand même, Laurent, parce que c'est bien beau d'avoir une belle image. Et on posera la question aussi à Jean-Yves, parce qu'on voit que même les constructeurs font des efforts pour pallier à la finesse de ces écrans, rajouter des barres de son qui sont parfois intégrées dans les télés. Aujourd'hui, une télé, quelle qu'en soit la taille, son talon d'Achille, c'est le son, on est d'accord? Alors, clairement, si on regarde sur les 5 ou 10 dernières années, il y a eu un travail énorme qui a été fait sur la qualité d'image. J'en parlais tout à l'heure, avec beaucoup de nouvelles technologies qui ont été lancées, une définition qui n'a cessé de progresser, et le son qui restait un petit peu en retrait de cette progression fulgurante de l'image. Après, malgré tout, il y a quand même des constructeurs qui ont fait un effort sur la partie son. Certains, comme Philips, en s'associant à des marques prestigieuses dans le son, comme BW. Et donc, effectivement, on fait un gap de qualité de son. Mais ce n'est pas la majorité. Et même quand on prend ce système de bonne qualité intégré, pour moi, ça restera forcément derrière un vrai système son autonome. Donc, c'est vrai qu'en fait, sur une télé avec un bon système son, on aura une bonne qualité de son, mais ça n'équivaudra pas à un cinéma dédié. Donc ça, clairement, et d'ailleurs on le voit, le marché du cinéma, du home cinéma à la maison est très très dynamique. Là aussi, depuis le Covid, c'est des progressions sans cesse. Et là, on s'attend dans les prochaines semaines, avec une Coupe du Monde de football, à faire des ventes records, y compris ces produits-là. Dernière C'est-à-dire remarque, qu'on est en train finalement de se créer son propre cinéma à la maison. je pense qu'il finalement. y a une volonté d'avoir un Au grand confort. désespoir d'ailleurs des métiers dans les des métiers- Là, pour le cinéma, coup, des métiers du pour cinéma. le coup, c'est aussi les contenus qui poussent ça. Pour revenir à Netflix, etc. Ouais, bien sûr. Avec les histoires, alors je ne vais pas aller dans le détail, mais la chronologie des médias qui fait que Netflix, Disney+, dès qu'ils produisent quelque chose d'assez fort en France, ils n'ont pas intérêt à le diffuser au cinéma. Donc il y a une offre qui fait qu'il y a un côté cocooning dans la consommation des contenus, et donc forcément on est obligé de s'équiper pour profiter quand même d'un film. Quand on a un super film ou un film oscarisé, on se dit bon, on va pas le voir au cinéma, on va le voir sur Netflix. Mais derrière, on a envie de dans des s'équiper. bonnes Ça conditions. donne envie de s'équiper. Le son. Et oui, ça donc, s'inscrit plus largement même dans une envie de nos clients d'avoir un confort ultime à la maison. C'est quelque chose qu'on voit post-Covid, d'avoir des gens qui investissent clairement chez eux. Et d'ailleurs, le bon indicateur, c'est que sur la barre de son, ce qui est en pleine expansion, très dynamique, ce n'est pas forcément les produits les plus accessibles, mais c'est vraiment les produits les plus perfectionnés, les produits les plus haut de gamme. Donc vraiment, c'est une démarche très, très, très affirmée, très Ouais, sûre, bien sûr. de vouloir se Ouais, faire ouais. plaisir. Oui, Voilà où bon, passent c'est les pas un économies. gadget, quoi. Non, c'est pas un gadget. On est prêt à investir un petit peu d'argent là-dedans. Voilà où passent les économies qu'on a fait pendant le Covid. Mais on va revenir sur les spécificités parce que les barres de son aujourd'hui, c'est pas que du son. Enfin, elles peuvent être connectées, elles peuvent aussi se substituer à des systèmes home cinéma. On en parle dans un instant, mais je voulais donner la parole à Jean-Yves sur ce sujet. Et sur C'est le vrai sujet du qu'on son, est d'accord, ouais. le son. C'est un problème sur ces télés à écran plat aujourd'hui. C'est majeur. Alors, Et c'est un paradoxe parce que cette grande image met encore plus, ça met encore plus la problématique du son en avant parce qu'on se rend compte que les deux sont intimement liés.
Alors je vais déjà rebondir à ce que j'entendais tout à l'heure sur les contenus, parce que c'est vrai que la qualité des contenus dans leur encodage, que ce soit sur l'image mais aussi sur le son, ça aide énormément le marché à se développer dans ce domaine. Quand on prend du Disney par exemple avec un encodage IMAX, nous on a doté nos produits de l'IMAX pour permettre justement de profiter de cette qualité à la fois d'image et de son. En Dolby Vision, en Dolby à tous les niveaux, y compris sur la partie image. Ça, c'est IMAX, c'est nouveau, ça, non? Enfin, c'est quoi? C'est un nouveau système Tout à fait. de labellisation de l'image, c'est ça? Exactement. Et qu'on a, nous, dont on a doté nos produits, notamment sur tous les OLED et sur tous les produits haut de gamme en LED. Et ça se détecte automatiquement. Exactement. Dès qu'on lance un contenu qui est compatible IMAX. Tout à fait. Alors, il y a des offres aujourd'hui qui se développent sur IMAX. Et notamment, je crois que Disney fait partie de ceux qui diffusent du IMAX, autant qu'on puisse en faire profiter nos clients avec un téléviseur Philips qui le décode à la fois sur l'image et sur le son. Mais c'est vrai que le son, c'est une donnée extrêmement importante, c'est une composante majeure du cinéma à la maison. Donc pour ça, je crois qu'on répond à cette demande avec plusieurs approches. L'approche effectivement Bowers et Wilkins avec lesquels nous sommes associés sur des téléviseurs OLED qui sont de superbes produits hi-fi et télé. On peut même y rajouter un subwoofer directement sur la télé. On peut même le faire en sans fil ou avec fil. Et puis on a une seconde approche qui est complémentaire, qui est la notion de Fidelio, c'est notre label haut de gamme chez Philips. Et nous lançons là, en ce moment même sur le marché, un nouveau système de home cinéma, je le qualifie un peu de home cinéma à la carte. C'est-à-dire qu'on a du Fidelio en barre de son, en subwoofer et en enceinte, autour d'un système DTS Play-Fi qui nous permet d'avoir une parfaite synchronisation de la télé, de l'image et du son. Tout ça en sans fil. Tout ça en sans fil. On peut être également multi-room, puisque les enceintes arrière sont multi-room. Elles peuvent être latérales du téléviseur, et auquel cas le son central est assuré par la télé. Tout ça est programmé de manière automatique, et c'est extrêmement intéressant. D'accord, oui, c'est intéressant. Donc on peut avoir la barre de son toute seule, on peut avoir des enceintes arrière, et on peut avoir le sub. Je peux faire évoluer mon équipement en achetant les accessoires, en fait. En achetant ce que l'on veut. On peut même démarrer par les enceintes arrière en les rendant latérales. Et évidemment, le nec plus ultra, parce que vous me voyez venir, c'est que ces enceintes sont également Ambilight. Donc les enceintes sont Ambilight. Et oui. Alors, donc les enceintes arrière sont Ambilight. Si vous les mettez en latéral, elles vous permettront d'avoir encore un effet Ambilight maximisé. On peut les mettre à l'arrière, ça se voit moins. À l'arrière, ça se voit moins. D'accord. Exactement. oui, sauf si tu es au coin. Comme tout à l'heure avec... Quand on regarde un film dans le noir, je pense que ça doit faire, ça doit faire son effet quand même. Je pense même derrière. Une immersion, c'est étonnant. Ça fait un effet vraiment étonnant. Je savais pas que même les enceintes étaient Ambilight. Le 4DX à la maison, c'est pour quand? Les sièges qui bougent. Ça, on n'est pas encore en train d'y réfléchir il y a eu des complètement. tentatives, mais ça peut être un gros succès. Et ce système-là, ça coûte combien? C'est compatible avec quel type de télé? Alors, ce système-là, il est compatible avec tous nos téléviseurs. Nous, on a une approche un peu différente. C'est-à-dire, on a une gamme de barres de son conventionnelles, mais on a plutôt investi sur du très haut de gamme, avec une qualité de son assez impressionnante. On embarque plus de 300 watts pour une barre toute seule qui vaut dans les 1000 euros. D'accord. Mais on est plutôt en train d'investir sur ce type de marché, parce qu'on se rend compte que le client, il est aussi exigeant sur l'achat de son téléviseur que sur la qualité du son. Et on a aujourd'hui des systèmes de télé qui sont extraordinaires, donc on a envie d'y associer un système sonore tout aussi extraordinaire. Laurent, il y a énormément de marques qui se positionnent sur ce marché des barres de son. Ça va de Sonos, bien sûr, à Yamaha, de Vialet aussi, notre pépite française, qui a sorti sa barre de son récemment. La barre de son, on a vu ça arriver effectivement avec des marques typées son, très son, qui venaient de l'univers son. Et maintenant, effectivement, il y a aussi les marques télé qui ont étoffé l'offre et qui ont développé une offre extrêmement large. Et vous voyez, je crois que chez Fine Arty, on a à peu près 80 références disponibles en barre de son, donc c'est extrêmement large.
Et si on parlait de largeur de prix, je crois qu'on doit commencer à 99 € pour effectivement finir à 4 000, 5 000 €. Ouais, mais alors comment fait le consommateur? Au pif, non? Alors non, on a Donnez-moi celle qui est on a devant. des dispositifs de démonstration au magasin. Je pense qu'effectivement, ça passe forcément par une expérience magasin. Surtout effectivement quand en plus on met de l'ambilight derrière. Et donc voilà, effectivement, la bonne démarche, c'est la démonstration magasin. Et comme vous savez, avec Devialet, par exemple, on a mis en place des cabines d'essai qui permettent vraiment d'avoir c'est un chouette. univers D'accord. complètement fermé de Donc démonstration. on est isolé du complètement brouhaha isolé du magasin. du magasin. Exactement, et on peut avoir vraiment une expérience très qualitative. Donc on ne peut pas faire des cabines sur toutes les marques, mais sur les autres marques, effectivement, on a des displays qui permettent des démonstrations avec des boucles vidéo sonores. Et ce qui est à noter, alors Jean-Yves en a un peu parlé, mais c'est que maintenant, effectivement, une barre de son, c'est un usage vidéo. Mais de plus en plus, on va aussi Musique. vers l'audio L'audio. grâce à ces produits de haute qualité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent Bluetooth, Wi-Fi, donc en fait, on peut complètement partager son contenu et le diffuser. Oui, ça fait Chanifi, entre guillemets. Ah oui, je pense que ça remplace la chaîne hi-fi, l'enceinte de salon. Ouais. On a dit quand Devialet va sur ce marché-là, c'est aussi parce que finalement, quand on invite des amis à la maison, finalement, on a le réflexe, sans même allumer la télé, de simplement mettre de la musique. Ça remplace en fait. Donc c'est presque un produit 2 en 1 maintenant, j'ai envie de dire. Tout à fait, c'est exactement ça, vidéo et audio. Tout à fait. Et en général, les consommateurs achètent les deux en même temps, téléviseur et barre de son, ou bien ce sont deux achats différents? C'est très intéressant comme question parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur le sujet. Et nous, effectivement, on a la chance d'avoir un programme de fidélité qui nous permet quand même d'avoir certaines certitudes et de voir comment nos clients consomment. Et en fait, non, paradoxalement, beaucoup d'achats ne se fait pas simultanément, mais se fait a posteriori. Parce que je pense Ouais, que c'est d'abord la télé, Ouais, je me ferait plaisir il y a- après. On allume la télé, on se rend compte du son. voilà, le son est pas là, top. pour le coup, il y a plusieurs hypothèses. C'est soit effectivement un problème de budget d'achat au moment où on se dit, bon, on fera plus tard la barre de son, Ouais. ou soit effectivement, naturellement, la télévision bénéficie d'un boni où on se dit, bon, le son doit quand même pas être mauvais sur un produit à 2 000 €. Ouais. Et en fait, et là, en il y a rentrant le chez drame. soi, ça peut être un petit peu déceptif par rapport à l'image toujours. Et donc, effectivement, on retourne au magasin quelques semaines, quelques mois plus tard, acheter le complément nécessaire qui est la barre de son. C'est mieux que de rapporter le téléviseur. Raphaël. Oui, c'est un peu contradictoire parce que plus la télé est chère et plus l'image est bonne, mais aussi plus elle est fine. Et or le son, Et donc plus le son est c'est dégueulasse. forcément, Donc, il y a des une choses, caisse de, clairement. c'est forcément une caisse de résonance quelque part. Donc Et il y a en un plus, je pense moment. qu'il y a une attente. C'est que sur un Voilà. télé haut de gamme, on s'attend à avoir une belle image et C'est aussi ça. avoir un Or- très bon son même or, niveau. une télé hyper design magnifique, c'est forcément fin. Et de fait, et d'ailleurs, même vos références avec Bauer & Wilkins, elles sont un peu plus larges en bas, si je ne me trompe pas. C'est ça, il y a un moment. Il y a quand même un haut-parleur. Exactement. il y a ça, quand- c'est Vas-y, physique. bien Mais sûr. oui, il y a Faut les, qu'il y c'est ait les de lois de la l'espace. physique. Il Et faut donc, de l'air, hein. Il faut de l'air. Et donc Ouais. c'est vrai que quand on achète une très belle télé, on s'attend à avoir du très bon son, alors que malheureusement c'est totalement décorrélé, voire parfois Après, ça va à l'inverse. si c'est du renouvellement, on peut penser que peut-être des gens ont gardé, conservé la barre de son qu'ils avaient déjà achetée avant. Et- Mais là aussi, il y a eu beaucoup de progrès. Alors, c'est moins perceptible peut-être de l'extérieur que l'image, mais il y a eu énormément de progrès aussi sur les barres de son. C'est vrai que déjà, rien que dans les normes, le Dolby Atmos, ça reste quand même une technologie assez récente aussi. Ouais. Donc voilà, il y Le a eu beaucoup HDMI de progrès. Arc aussi, Le quelque HDMI chose Arc, tout à fait. qui est vraiment pratique. Hein. Bon, alors ça prend une prise HDMI de la télé, mais ça permet en fait, de bypasser le son de la télé qui va directement sur la barre de son. Vous parliez de Dolby Atmos. C'est pas un peu un abus de langage parce qu'on dit oh là là, il y a une barre comme ça qui fait 1 mètre de long, Vous allez être tu vas avoir du son. immergé, vous aurez l'hélicoptère au-dessus. Voilà, c'est ça. Bon, l'hélicoptère, parfois, on le Il est cherche loin. un peu quand même. Bon, après, il y a différentes qualités, effectivement. C'est une norme, maintenant, il y a différents niveaux de qualité. Après, effectivement, ce besoin de spatialisation, il est structurant dans le home cinéma. Donc, ça retranscrit malgré tout une attente du client. Donc, après, encore une fois, je pense que la démonstration est le meilleur moyen pour, effectivement, percevoir la qualité réelle du produit. Jean-Yves. Voilà, François, je te propose de venir écouter notre hélicoptère. Tu vas voir qu'il va être très, très, très présent dans l'espace. Ah bah ça va. Et puis j'ajoute aussi. Je savais pas que vous aviez un hélicoptère à vous. Jean-Yves. Non, mais j'ajoute quelque chose Ça qui est marche, hein, TP Vision. J'ajoute quelque chose qui est très intéressant, c'est que je pense que je souscris complètement à ça, c'est que le client, il a souvent acheté des barres de son pour un complément un peu de qualité sur la qualité sonore du télé qui était un peu défaillante. Et maintenant, il a besoin d'un système véritablement hi-fi. Il a aussi besoin, dans certains cas, d'un système multi-room. Et donc, on a vraiment des systèmes qui permettent de répondre à ça. Et on a même, sur nos téléviseurs Ambilight, la possibilité de profiter d'Ambilight sans avoir La télé de allumée. télé allumée. Donc, Ouais. on peut faire du son et avoir aussi des Oui, créer une lumières. ambiance sonore avec des Exactement, lumières sympas. des lumières comme si on était en discothèque avec des rappels de la lumière qui sont possibles aussi. Donc on a plein de possibilités. Jean-Yves, petite question un peu à rebrousse-poil. On parle de lumière, on parle
luminosité, de télé, etc. On est dans une situation un peu bizarre où finalement on parle beaucoup de consommation électrique. Ouais. Voilà, on s'apprête à avoir un hiver un peu compliqué. C'est pas antinomique tout ça de dire voilà, on éteint la lumière mais elle est allumée pour on éteint la télé mais il y a de la lumière qui est projetée, etc. C'est pas intellectuellement, c'est pas embêtant tout ça. Ça pourrait l'être, et c'est là où il faut qu'on travaille avec nos amis distributeurs sur le vrai discours d'économie que ça représente, parce que la consommation d'Ambilight, c'est quelques pouillèmes d'euros à l'année. Ça ne représente absolument rien. Donc il y a vraiment un débat qu'il faut effectivement bien garder en tête. Et effectivement, on va tous lutter contre la dépense d'énergie et d'électricité, mais le plaisir et le plaisir d'Ambilight passe quand même par un investissement, mais totalement dérisoire. Laurent, ça consomme beaucoup une télé ? Alors, là aussi, il y a un travail qui a été fait assez important. Bon, on n'a plus de plasma, déjà on commercialise plus de plasma, qui était quand même la technologie énergivore. Ce qui est bien avec le plasma, c'est que ça faisait chauffage. Ah, voilà, exactement. C'était pratique. Moi, j'avais eu à l'époque un 65 pouces de première génération, je vous garantissais que ça faisait chauffage l'hiver, et que l'été, on ne pouvait pas l'allumer, mais c'était autre chose. Mais bon, effectivement, voilà, donc, effectivement les technologies ont évolué, d'une part, donc les technologies énergivores sont parties à la retraite, et après, effectivement, même dans les technologies qui sont là, il y a un travail qui est fait des constructeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est assez réglementé en termes d'affichage, notamment dans les points de vente. Voilà, il y a un travail qui a été fait et du coup ça a obligé les industriels à se mettre dessus. Un peu comme l'électroménager finalement, qui depuis de très nombreuses années indique sa consommation énergétique. On a la même chose maintenant Exactement. Sur les télés. On affiche effectivement au même titre la consommation. Fou, hein, et vous savez que maintenant on affiche aussi des indicateurs sur la partie durabilité des produits. Et ça c'est quelque chose sur lequel Fnac Darty avait été moteur en France et qui aujourd'hui est devenu obligatoire. C'est quoi la durée de vie d'une télé ? Voilà, la durée de vie d'une télé, alors ça dépend. Enfin, nous, ce qu'on observe, c'est que nos clients renouvellent leur télé environ tous les 7 ans. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on observe. Maintenant, ça ne veut pas dire que leur télé est en panne pour autant. Ça peut être une envie de renouveler une télé, d'accéder à une nouvelle technologie. Oui, parce qu'il y a aussi un fossé technologique en 7 ans. Voilà. Nous, on voit par contre des produits quand même très très fiables en télé. D'ailleurs, c'est pour ça effectivement qu'on fait un travail avec nos industriels, d'être capable de proposer le plus longtemps possible les pièces détachées pour réparer la télé. Mais il y a un marché de l'occasion derrière ou du reconditionné, c'est plus compliqué sur la télé, exactement, complètement. Sur la télé, pour l'instant, ça n'existe pas encore réellement. Il y a quelques initiatives, mais ça marche assez peu pour deux raisons. Déjà, parce qu'il y a un aspect logistique qui est compliqué. C'est des gros trucs. C'est compliqué de dire à son client de venir ramener une télé en magasin pour qu'on puisse lui reprendre, donc c'est un peu compliqué. Surtout s'il vient en métro. Voilà, en plus. Et après, effectivement, avec le 93. Il y a un aspect de valeur résiduelle qui est assez faible en télé. Je vous disais tout à l'heure, quand on fait des promotions à moins 30, moins 40% à Black Friday, vous imaginez bien que la reprise derrière, elle est un peu compliquée. Donc voilà, donc il y a une valeur résiduelle qui pour l'instant assez faible en télé. Malgré tout, voilà, on travaille dessus. Il y a d'autres catégories effectivement qui ont été ouvertes. La téléphonie, vous l'avez cité. Sur le son, on fait beaucoup de produits reconditionnés en son. Voilà, donc pourquoi pas la télé, un jour, on ne s'interdit pas. Oui, mais moi, je me souviens, j'avais réussi à vendre ma télé Pionnier Plasma. Oui, mais moi aussi, il y a des 100 amateurs. Celle-là, les collecteurs. Oui, celle-là, les collecteurs. 100 €, c'est pas beaucoup C'est ce quand qu'elle même. coûte en consommation en une journée. C'est ça. D'ailleurs, l'acquéreur ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Jean-Yves, c'est important aussi tout ce qui est réparation, facilité d'intervention sur une télé. C'est très 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 important. Je pense que nous on y travaille beaucoup, pas uniquement pour des résultats court terme, mais aussi pour du long terme, parce que je pense qu'on va de plus en plus vers une notion de réparabilité, une notion de durabilité, une notion d'économie aussi, parce que je pense qu'il faut qu'on tienne compte de l'énergie que ça représente. Qu'on respecte la planète. Nous, on travaille beaucoup sur nos packaging, sur nos cartons. On n'utilise plus d'encre qui soit nocive à la planète. On essaye progressivement de retirer tout ce qui est polystyrène de nos produits. Donc ça, c'est une étape très très importante dans le futur, sur laquelle on travaille, qui sont des plans à 3-4 ans. Oui, c'est très ambitieux. Ça engage beaucoup d'entreprises dans le futur. Tous les constructeurs d'électronique s'y mettent. Et c'est très important de le faire. Et je pense que les consommateurs français, je crois que c'est une des caractéristiques en France, sont très sensibles à cela, et tant mieux. Parce que je pense qu'on ne pensait pas forcément aux Français il y a encore quelques années dans ce domaine de respect de la planète. Eh bien, je pense que ça a bien changé. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Yves Favre d'Harcourt. Merci à Laurent Dariotor, donc le patron de tout ce qui est brun, téléphonie chez Fnac Darty. Merci Raphaël. Raphaël Grabli, voilà. Merci beaucoup d'être venu. Et ce tour de la question spéciale télé
se termine. J'espère qu'on vous a humblement aidé à choisir votre prochain écran. On se retrouve évidemment, vous le savez, pour les Labo Weeks, avec énormément de conseils pour choisir tous vos produits high-tech. Restez connectés sur la chaîne Tech & Co, bien évidemment. Salut à tous.